Des milliers d'hectares de forêts amazoniennes, très riches en biodiversité, seraient menacés par des plantations intensives d'arbres à vocation énergétique en percevant des aides d'État. En Guyane, dans ce territoire français situé en Amérique du Sud, recouvert par la forêt amazonienne, des associations craignent un projet que certains qualifient d'écocidaire. Il concerne une potentielle future centrale biomasse qui permettrait de produire des agrocarburants, en partie pour alimenter nos fusées qui décollent de Kourou. Mais cette centrale causerait d'importants dégâts écologiques via la déforestation et serait rendue possible dans le cadre du projet de révision de la directive sur les énergies renouvelables et un décret qui permettrait de contourner les règles actuelles. Pour en parler, nous recevons sur le plateau Marine Calmé, une juriste qui se mobilise avec l'association Mayuri Nature Guyane, une association de défense de l'environnement et de l'homme des milieux naturels terrestres, aquatiques et marins de la Guyane. Et elle est présidente de Wild Legal. Bonjour Marine Calmé. Bonjour. Alors, vous alertez parce qu'il y a un amendement dans le projet de révision de la directive sur les énergies renouvelables et un projet de décret pour accélérer l'installation de nouvelles centrales biomasse en Guyane et permettre l'essor des agrocarburants, notamment pour l'usage du secteur spatial au détriment de la forêt amazonienne. Est-ce qu'on va avoir des fusées bio ? Alors déjà, il faut soulever tout de suite le loup. En fait, justement, ces agrocarburants qui pourraient servir à l'industrie spatiale ou la production d'énergie, évidemment, elles n'ont rien ni de bio, ni de durable, et elles ne sont pas une solution pour répondre aux enjeux de la crise écologique. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve face à une industrie au niveau local qui veut déforester une partie de la forêt amazonienne pour planter des arbres, ce qu'on appelle le bois énergie, mais en fait ce sont par exemple des espèces qui poussent vite comme le teck de Malaisie ou d'autres espèces, et remplacer certaines parcelles qui auraient pu servir par exemple à l'agriculture, les remplacer par de la production de canne ou d'autres plantations qui servent à produire ce qu'on appelle des agrocarburants. Oui, parce que là, pour expliquer à ceux qui nous regardent, les centrales biomasse, elles permettent d'exploiter de la matière organique, donc notamment des matières végétales comme notamment le bois, comme source d'énergie. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas seulement de produire de l'énergie, il s'agit de faire de l'agrocarburant. Le projet, vu comme ça, il paraît quand même plutôt vert. Alors, en fait, il faut concevoir qu'aujourd'hui, les scientifiques, ils nous alertent justement sur cette fausse énergie renouvelable qui est pas du tout décarbonée. Si on calcule en fait le bilan carbone du coup de la déforestation, parce qu'on coupe des arbres qui ont parfois plusieurs centaines d'années, qui sont donc des puits de carbone, on les coupe et on les brûle. On émet donc du CO2. Et en plus de ça, elles ne sont pas renouvelables, puisque par définition, on ne renouvelle pas ces arbres, qui au passage prennent des centaines d'années à pousser, mais en plus on les remplace par autre chose, quelque chose qui ne va pas stocker évidemment autant de carbone, ces plantations par exemple de canne qu'on va venir régulièrement couper et à nouveau brûler. Et donc du coup, évidemment, c'est un cercle qui est absolument pas vertueux. On observe, et c'est les scientifiques qui le disent, en Europe, que cette politique d'exploitation des forêts et de plantation, elle a mené à l'effondrement de ce qu'on appelle le puits de carbone européen. En plus de ça, elles ont un impact nocif pour la biodiversité, puisque qui dit plus d'arbres, dit aussi plus d'espace vital pour les espèces animales, notamment qui peuplent ces forêts. Et en plus de ça, elles ont un impact sur l'usage des sols. On parle beaucoup de l'impact de la transformation de l'usage des sols dans le réchauffement climatique. Bah là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on remplacerait des forêts par de la monoculture intensive. Et ça, évidemment, c'est dramatique sur la santé des sols et sur le réchauffement climatique. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, ce projet, en réalité, c'est une production qui n'est pas si propre, mais qui aggrave aussi, notamment quand on parle de la question du changement climatique, on pourrait être là dans un projet qui viendra aggraver la chose, alors que la forêt est peut-être et certainement notre meilleur allié dans ce contexte. Oui, d'ailleurs, partout en Europe, la directive impose justement de plafonner l'usage de cette biomasse ligneuse primaire, donc cette biomasse d'origine forestière, notamment dans la production d'énergie dite renouvelable. Donc elle plafonne partout en Europe parce qu'on se rend compte que c'était une grossière erreur et qu'il ne s'agit pas d'énergie renouvelable. Et là, la Guyane,
essaye d'obtenir cet amendement pour déroger à cette politique vertueuse que l'Europe veut mettre en place partout ailleurs. Alors même que la Guyane est le territoire le plus riche en termes de forêt, le plus riche en termes de biodiversité, et qui donc, ça devrait être le territoire par définition qui fait le plus d'efforts pour protéger cet atout central dans la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, parce qu'on parle là de la forêt amazonienne qui est un hotspot au niveau mondial en termes de biodiversité. Un hotspot au niveau mondial, au niveau européen, c'est notre seule forêt tropicale, évidemment en Europe. C'est la mieux conservée sur le plateau des Guyanes et c'est aussi une forêt qui regorge de centaines d'espèces végétales, de centaines d'espèces animales, d'oiseaux et d'insectes. Et là, vraiment, on va dans un sens qui est un très mauvais signal. En plus de ça, il y a vraiment un enjeu, c'est-à-dire de montrer l'exemple. On a parlé juste avant de Jair Bolsonaro, lui qui a justement déforesté massivement la forêt amazonienne à cause de l'agriculture intensive pour la production de soja à destination et à vocation énergétique. Pourquoi est-ce qu'on irait faire la même chose en Guyane française? On s'est enfin débarrassé de ce ripou, et là, en Guyane, on va faire la même chose. Ça n'a aucun sens. Il faut donner au contraire le signal inverse, de dire cette forêt, elle a une valeur inestimable. C'est notre responsabilité aujourd'hui, en tant que gardiens et gardiennes de cette forêt, d'en prendre soin et de faire en sorte que justement, elle puisse survivre aux activités humaines. Oui, parce que là, finalement, ce que nous disent les promoteurs de ce projet, c'est qu'on va faire de l'énergie verte à partir de la déforestation. Oui, enfin, les promoteurs de ce projet et les industriels, en fait, qu'il y a derrière, eux, ils voient surtout une manne financière. Parce que qu'est-ce qui est l'enjeu derrière tout ça? Pourquoi est-ce qu'on veut qualifier cette biomasse absolument d'énergie renouvelable? C'est parce que, en fait, si c'est renouvelable, eh bien, on peut toucher le pactole, on peut toucher les aides européennes et les aides d'État en France. Et donc, du coup, on obtient un revenu assez confortable pour trouver que c'est un investissement rentable. Et donc là, nous, on sonne aussi l'alerte en disant ça va faire un appel d'air à plein d'industriels qui y voient une source d'argent sûre pour investir dans cette énergie qui n'a rien de renouvelable, ça sur le long terme, en faisant en sorte que finalement tout cet argent, au lieu de bénéficier au développement de la Guyane, bénéficie à quelques-uns qui profitent justement d'une dérogation pour investir massivement. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait ce que ça va représenter en termes de dimension d'hectares de déforestation? En fait, c'est assez difficile de le dire d'entrée de jeu, parce que toutes les forêts n'ont pas la même biomasse, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'ils veulent planter. Par exemple, on a un projet qui avait déjà commencé à prendre comment dire ça, à proposer quelque chose, et notamment donc le projet MIA de l'entrepreneur Mialet, qui avait proposé donc 1000 hectares de forêt en plantation bois et 2000 hectares de monoculture mixte. Donc on parle déjà de 3000 hectares de forêt pour un seul projet. Il faut voir un dimensionnement, je dirais, énergétique en fonction de la production. Et on nous dit qu'on va atteindre entre 40 et 60 mégawattheures de production rien que grâce à cette biomasse. Aujourd'hui, ça demanderait de multiplier par 3, voire 4 ce qu'on fait aujourd'hui, et de passer non plus à l'utilisation de déchets de scierie, qui n'arriverait pas à répondre à la demande, mais de passer vraiment à du bois, de la matière première, c'est-à-dire aller piocher directement dans les forêts ou planter ce dont on a besoin pour constamment alimenter les centrales. Donc là, en fait, on remet en question toute l'utilisation vertueuse des déchets, c'est-à-dire normalement, on utilise pour fabriquer de l'énergie seulement les déchets de ce qu'on ne peut pas utiliser, par exemple pour le bois de construction ou pour d'autres objets. Et là, on va renverser la tendance. Au lieu de se servir des déchets agricoles ou dans la construction, là, on va produire directement pour nourrir le monstre. Qu'est-ce que cela dit exactement de notre vision, notamment de la Guyane? Parce que vous l'avez dit, le but, il est là de contourner les critères européens en matière d'énergie renouvelable. La Guyane, c'est la France, mais c'est un territoire périphérique, ultra-périphérique. Est-ce que finalement c'est la France quand ça nous arrange, et quand ça nous arrange pas, c'est ce territoire ultra-périphérique qui est pas forcément dans l'Union européenne avec les mêmes règles, avec les mêmes règles que dans le reste de l'Union européenne? En fait, on pourrait l'entendre en soi qu'il n'y ait pas les mêmes règles en Guyane qu'ailleurs. Il y a un argument qui se vaut, celui de l'éloignement, celui de l'enclavement énergétique, le fait que, oui, on est obligé d'alimenter ce territoire en énergie. Aujourd'hui, la Guyane n'est pas autonome en énergie. On n'est pas autonome. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver un équilibre. On ne peut pas sacrifier la forêt amazonienne pour produire de l'énergie, pour recharger nos téléphones portables. Parce que là, c'est ce qui se passe. On sacrifie la forêt, on se moque de l'Amazonie.
Mais oui, en fait, la production d'énergie passe avant, finalement, les besoins de la forêt d'être protégés. Et nous, on dit simplement, il faut trouver un équilibre. Bien sûr qu'il faut désenclaver la Guyane en matière d'énergie, c'est-à-dire, c'est impensable aujourd'hui qu'il y ait des territoires où il y a des coupures d'électricité sur le territoire français. Mais par exemple, sur le Haut-Maroni, là où on ne peut pas avoir accès justement à une énergie liée à des centrales, il y a de la centrale photovoltaïque et les villages sont autonomes. Il y a d'autres propositions sur l'hydroélectricité, etc., qui pourraient être portées et qui, du coup, ne dépendraient pas de la production intensive d'agrocarburants. Mais justement, par rapport à ça, parce que vous parlez de ce projet, mais on sait qu'il y a d'autres projets qui sont contestés actuellement en Guyane. On a un petit peu l'impression que l'Amazonie, c'est un peu l'Eldorado, avec tous les projets destructeurs en cours. Il y a la centrale électrique de l'Ouest guyanais, il y a les mines d'or, dont on a beaucoup parlé. Il y a eu le combat qui a été un peu médiatisé de la montagne d'or, etc. Finalement, on a un peu l'impression que ce territoire, on peut en faire beaucoup de choses au niveau des industriels, et qu'il a les combats ont peu d'écho ici en métropole et que finalement on s'en préoccupe assez peu, quoi. C'est sûr que quand on parle de biomasse et de biomasse à partir de forêts primaires, en général, la première réaction, c'est de nous dire « mais vous êtes sûr, c'est énorme ». Et en fait, oui, malheureusement, parce que c'est la Guyane, c'est loin des yeux, loin du cœur, souvent pour beaucoup de décideurs, on se dit que ça passe. Et ça, c'est un peu, je dirais, le problème, c'est qu'il y a deux enjeux. L'enjeu démocratique. Arrêter de faire des projets en ne consultant pas les premiers concernés. Là, par exemple, dans le projet de biomasse, le Grand Conseil amérindien de Guyane, qui est l'organe responsable justement pour défendre les intérêts des Premières Nations, n'est pas au courant, n'est pas consulté. Le Conseil coutumier. Voilà, le Grand Conseil coutumier. Et donc, il est absolument nécessaire de remettre de la démocratie. On peut faire de l'énergie, mais on ne peut pas le faire n'importe quoi. Vous avez parlé du projet CEOG. C'est typiquement un problème avant tout de démocratie, de consultation, de façon de faire des projets. Et le deuxième problème, c'est cette espèce d'effet d'aubaine que ça crée. Dans certains territoires, eh bien, on saupoudre d'argent public n'importe quel projet qui arriverait et qui proposerait une solution, quitte même à déroger à toutes les règles, faire fi de la durabilité, faire fi de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout ça pour, oui, favoriser des projets et leur distribuer de l'argent public. Il faut vraiment remettre de la raison et du bon sens dans la manière aussi de développer des projets localement. Vous avez parlé du Grand Conseil coutumier, mais toutes les associations autochtones n'ont pas été consultées. Il n'y en a aucune qui a été dans le projet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un dossier avec l'association Mayouré Nature Guyane. On a eu besoin de plusieurs semaines pour vraiment décrypter l'amendement en question, comprendre où est-ce qu'ils voulaient en venir. C'est un sujet tellement technique, ces directives européennes, etc. Et oui, évidemment, localement, les associations n'ont pas été consultées. Donc, on a fourni ce dossier. On est allé justement informer les autres organisations en leur disant qui veut participer. Et notamment dans le collectif des Premières Nations de Guyane, ils ont répondu présent en disant « nous soutiendrons ». Et j'espère justement que cette mobilisation, elle va prendre parce qu'il y a un enjeu à ce que tout le monde soit correctement informé. D'ailleurs, la directive européenne, elle souligne, et c'est un peu cynique, le fait que pour l'installation des projets biomasse, il faut l'accord libre, préalable et éclairé des populations autochtones. Eh bien, en Guyane, on le voit, ça encore une fois, on n'y a pas prêté attention. Alors, vous avez dit que ce projet est aussi le fruit d'un intense lobbying des industriels, mais on est là sur un texte qui est soutenu par Renaissance, donc la majorité présidentielle, et par la France Insoumise. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique tout simplement par le fait que ce projet, il n'est pas nouveau. En fait, déjà depuis 2017, nous, on entend parler de ces choses-là, de ce projet de développer massivement la biomasse. C'était le prédécesseur de Gabriel Serville, Rodolphe Alexandre, qui avait déjà mis ça dans les tuyaux. On a vu Gabriel Serville, donc ancien député à l'Assemblée nationale française, reprendre le flambeau, ressortir ce projet de modification de la directive et en fait, Younous Omarjee, député européen La France Insoumise, en tant que responsable de cette commission sur le développement des territoires, a repris ce texte à la demande de la collectivité territoriale de Guyane. Nous, aujourd'hui, on est face en fait à un accord contre nature entre LFI et Renaissance pour porter ce texte au niveau européen. Les écologistes n'ont pas évidemment soutenu cette démarche. Donc là, il faut absolument remettre
carte sur table, je dirais. Mais pourquoi ? Parce qu'il parle de développement local, quelles sont les motivations exactes ? Évidemment, développement du secteur énergétique en Guyane, etc. Mais en fait, il y a un vrai enjeu aujourd'hui aussi, c'est qu'il va y avoir un moment de débat. Un moment de débat entre les représentants du Parlement européen, de la Commission et du Conseil. C'est ce qu'on appelle le trilogue, qui va rentrer dans une phase maintenant de négociation décisive. Et de mise en consultation. Voilà, où les représentants, les rapporteurs du Parlement européen viendront défendre le texte et devront expliquer à la Commission et au Conseil pourquoi est-ce qu'ils entendent créer une dérogation sur ces territoires, et notamment le territoire de Guyane. Et donc, on espère évidemment pouvoir encore faire suffisamment pression, peut-être aussi de la part des députés qui ont soutenu ce texte, une prise de conscience, et qu'ils demandent du coup aux rapporteurs de ne pas aller dans ce sens et finalement de retirer cette proposition. Ou alors, et parce qu'un projet de décret est déjà en consultation au niveau français, donc un décret qui viendrait transposer du coup cette mesure de dérogation, évidemment que grâce à la mobilisation massive des citoyens et des citoyennes, on a déjà triplé le nombre d'avis déposés sur la plateforme en ligne du site du ministère de la Transition écologique, et bien que le ministère se rende compte aussi que ce projet est une aberration et modifie son texte, voire le retire, parce que ça ne va pas dans le bon sens, tout simplement. Et évidemment, si on n'arrive pas à obtenir ça d'un point de vue démocratique, on ira devant les tribunaux pour contester et attaquer ce projet de décret. Mais finalement, ce que cela nous dit aussi, c'est que peut-être aussi que la gauche, et notamment la France insoumise, aussi est sensible au lobbying intense des industriels. Personne n'y est insensible. Et la gauche, j'ai envie de dire, traditionnellement, n'a jamais... la gauche a été très longtemps productiviste et a nourri une relation très utilitariste à la nature et particulièrement aux forêts. Pendant longtemps, on a vu nos forêts comme un ensemble de ressources exploitables. On parle de gisements de biomasse, alors que ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants qui ont besoin d'une protection accrue à cause du réchauffement climatique. Et ces arbres ont désormais besoin qu'on s'engage durablement pour les protéger. Alors maintenant, c'est quoi les perspectives ? Est-ce qu'une mobilisation est en cours de construction aujourd'hui, sur place ? Déjà, une grosse phase de sensibilisation. Personne n'avait entendu parler de ce projet. Donc pour nous, il a été essentiel de décrypter les enjeux, de faire comprendre aussi au public, et puis j'espère aussi à nos élus, les conséquences de leurs actes. Et du coup, oui, de se mobiliser, de déposer des avis et localement de faire en sorte que le rapport de force évolue, change drastiquement. Je vous remercie Marine Calmet, merci d'être venue sur le plateau du Média. Je le rappelle, vous êtes juriste, présidente de Wild Legal et vous vous battez donc contre des projets destructeurs, notamment en Guyane. Quant à vous qui nous regardez, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de liker les vidéos, n'hésitez pas à les partager et à les commenter. Je vous dis à très vite, bonne journée.